faire les drones de reconnaissance stratégique de l'Alliance Nord-Atlantique Global Hawk et Reaper planent au-dessus des eaux neutres de la mer Noire. Leurs itinéraires, répétés avec une précision monotone, ont un point de convergence commun, la péninsule de Crimée. Il ne s'agit pas simplement de collecte de données, mais de reconnaissance et de désignation d'objectifs avant une frappe. Dans les bureaux et les états-majors de l'OTAN à Bruxelles, il a été décidé de lancer une frappe combinée massive sur la principale base de la flotte de la mer Noire, à Sébastopol. L'objectif n'est pas seulement militaire, mais symbolique. Il faut démontrer la vulnérabilité de la Russie sur son flanc sud, saper le moral et prouver l'efficacité de la nouvelle doctrine de la guerre, la tactique de l'essaim. Pour cela, l'ennemi concentre tout ce qu'il a, des dizaines de drones de frappe à longue portée et les derniers bateaux sans pilote kamikazes de 5e génération. L'accent est mis sur la massification, la simultanéité et la supériorité technologique des systèmes de gestion et de guidage occidentaux. Selon le plan des stratèges de l'OTAN, le système russe de défense aérienne et anti-sabotage doit être surchargé et piraté. Ils estiment que la défense en profondeur est un mythe et que la situation réelle du combat révélera ses faiblesses. L'objectif politique est de forcer Moscou à faire des concessions, en créant l'illusion d'une menace critique pour la flotte. L'objectif militaire est de causer des dommages réels aux navires situés aux quais et aux infrastructures de la base. L'ennemi est convaincu que la quantité se transformera en qualité et qu'une centaine de drones contrôlés deviendront une force impossible à arrêter. Ils ne tiennent pas compte de l'essentiel. L'état-major russe n'attend pas seulement cette frappe, il l'a calculée. Toute l'activité de renseignement de l'ennemi est soigneusement enregistrée et analysée. Les informations sur la préparation de l'attaque sont sur la table du commandement de la flotte de la mer Noire 48 heures avant son début. Le protocole de préparation maximale est lancé. L'ennemi pense qu'il commence une partie d'échecs. En réalité, il ne fait que faire le premier mouvement dans un gambit, où le sacrifice d'un pion est déjà prévu pour obtenir une victoire écrasante. La flotte de la mer Noire, cachée, attend. Chaque système, chaque calcul, chaque navire se prépare à jouer son rôle dans une symphonie de feu et d'acier, afin de donner à l'ennemi une dure leçon sur la différence entre la modélisation informatique et la dure réalité du combat moderne. Le plan de l'ennemi n'est parfait que sur le papier. Il est sur le point de se heurter à un système mis en place au fil des ans, où chaque élément connaît sa manœuvre. La nuit du 24 octobre, la première vague décolle des aérodromes de Roumanie et du sud de l'Ukraine. 40 drones de frappe de type Bayraktar et plusieurs systèmes plus modernes de fabrication occidentale, dont les noms n'ont pas d'importance. Leurs itinéraires sont tracés selon des trajectoires complexes, contournant le relief au-dessus de la mer à des altitudes extrêmement basses, ne dépassant pas 50 mètres mais. Le calcul de l'ennemi est simple. Rester invisible au radar de détection à longue portée le plus longtemps possible. Le premier groupe sert de diversion, simulant une attaque sur la côte ouest de la Crimée. Les forces principales, divisées en plusieurs coins, se dirigent vers l'objectif principal, Sébastopol. Elles entrent dans la zone de responsabilité des moyens de contrôle de l'espace aérien russe à 02 AR-14, heure de Moscou. Des dizaines de nouvelles marques s'allument au poste de commandement de la défense aérienne. Mais ce n'est pas une surprise pour les calculs russes. Des avions de détection radar à longue portée, A-50U, ont déjà été envoyés dans le ciel au-dessus de la péninsule. Leurs puissants radars révèlent instantanément toute l'image de la frappe en préparation. Les coordonnées des cibles sont transmises en temps réel au poste de commandement des régiments de missiles antiaériens équipés de systèmes S-400 Triumph. Première erreur de l'ennemi. Il a sous-estimé la capacité des radars russes
avoir des cibles volant à basse altitude à grande distance au-dessus de la surface de l'eau. À 00h02, l'ordre de frapper est donné. Les premiers missiles guidés anti-aériens sont lancés depuis des positions près d'Eupatoria et de Féodosia. Pour les opérateurs de drones ennemis, c'est un choc. Leurs appareils, n'ayant même pas atteint la zone d'entrée prévue dans la zone de défense aérienne à courte portée, commencent à disparaître des écrans les uns après les autres. À plus de 200 km de la côte, les missiles des complexes S-400 trouvent de leur cible. Il ne s'agit pas seulement d'une interception, mais d'un abattage méthodique. En 12 minutes, la première vague, composée de 40 machines, cesse d'exister. 28 appareils sont détruits par des missiles à longue portée. 12 autres, qui tentaient de manœuvrer, sont interceptés par des chasseurs Su-30 SM mis en alerte. La première phase de l'attaque est complètement déjouée. L'ennemi a perdu tout le groupe de frappe aérienne sans même pouvoir s'approcher de Sébastopol. Mais ce n'était qu'un prologue. Pendant que le drame se déroulait dans les airs, une deuxième force de frappe principale, un essaim de drones maritimes sans pilote, s'approchait déjà de la rade extérieure de la baie de Sébastopol depuis l'obscurité. Simultanément à l'attaque aérienne, un deuxième groupe de 30 bateaux kamikazes sans pilote quitte la région d'Odessa et de l'embouchure du Danube. Ce sont les derniers drones maritimes développés avec la participation de spécialistes britanniques. Coque en matériaux composites, silhouette basse, à peine au-dessus de l'eau, et vitesse allant jusqu'à 80 km/h. Chacun transporte jusqu'à 300 kg d'explosifs. Leur tâche est de percer le périmètre de défense extérieure et d'attaquer les navires amarrés au quai et au mouillage. Le contrôle s'effectue via le système satellite Starlink, ce qui, selon leur créateur, devrait garantir la résistance aux moyens de guerre électroniques. Les bateaux se déplacent en plusieurs groupes de 5 à 6 unités chacun, en utilisant la tactique de la meute de loups. Ils sont capables de coordonner leurs actions, de répartir les cibles et d'attaquer simultanément depuis différentes directions. L'accent est mis sur leur faible visibilité pour les stations radars navales et leur vitesse élevée. L'ennemi compte sur le fait que les patrouilleurs et les hélicoptères n'auront tout simplement pas le temps de réagir à une percée aussi rapide et massive. À l'approche de la rade extérieure de Sébastopol, les bateaux se mettent en ordre de bataille. Une partie d'entre eux doit attaquer le barrage de Bon, créant un passage pour le groupe de frappe principal. D'autres doivent engager les navires de garde au combat, se sacrifiant pour détourner le feu. L'objectif principal, les frégates du projet Militra 156 et les petits navires lance-missiles du projet de nuit 1630, un Buyan M, porteur de missiles de croisière calibre. La destruction de ces navires serait un succès retentissant pour l'ennemi. À 02h05, le navire de garde de patrouille Pitlivi enregistre les cibles rapides sur son écran radar. Distance 20 km. Les cibles se déplacent selon des routes variables, essayant de cacher leur plan. Mais le plan est compris depuis longtemps. L'ordre combat résonne dans les navires de garde. L'essaim maritime, fruit de la pensée d'ingénierie occidentale, se précipitent dans sa première et dernière attaque. Leurs opérateurs, assis à des centaines de kilomètres dans des bunkers confortables, ne savent pas encore qu'ils dirigent leur jouet mortel dans un piège de feu soigneusement préparé. Chaque mètre d'eau à l'approche de la base est ciblé. Chaque manœuvre possible est calculée. Le compte à rebours commence pour les bateaux sans pilote. Leur haute technologie est sur le point de se heurter à la dure physique du feu et du métal. Le contour extérieur de la défense de Sébastopol n'est pas seulement une ligne sur la carte, mais un système profondément échelonné, commençant à des dizaines de kilomètres de la côte. Dès que les opérateurs de l'A-50U ont signalé la destruction complète de la vague aérienne, toute l'attention a été reportée sur la direction maritime. Les forces de la ligne lointaine sont les premières à entrer en action. Une paire d'hélicoptères anti-sous-marins K-27
et 2 hélicoptères de transport et de combat K-29 sont mis en alerte depuis l'aérodrome de Kacha. Leur tâche est de chasser les drones maritimes. Les équipages des hélicoptères, utilisant les stations radars embarquées et les systèmes optoélectroniques, commencent à ratisser le carré de l'emplacement supposé des bateaux. À 02h50, le pilote du K-29 de tête signale un contact visuel avec le premier groupe de 6 bateaux sans pilote. Les hélicoptères se mettent en position de combat. À une distance de 15 km, des mitrailleuses de gros calibre et des roquettes aériennes non guidées ouvrent le feu sur les cibles. Pour les drones maniables à profil bas, c'est un arrêt de mort. Les 6 premiers bateaux sont détruits en 3 minutes sans même pouvoir s'approcher du périmètre principal. Simultanément aux hélicoptères, les patrouilleurs du projet 220 entrent en action. Leurs installations d'artillerie AK-176 ouvrent le feu. Selon les données des radars navals, 2 autres groupes de drones de 5 unités, chacun sont détruits à une distance de 10 à 15 km de l'entrée de la baie. L'ennemi tente de manœuvrer. Les drones se dispersent, mais cela ne les aide pas. Chaque manœuvre ne fait que les exposer à la frappe d'un autre moyen de destruction. Les chasseurs Su-30SM, ayant terminé leur travail sur les cibles aériennes, se joignent également à la chasse. Les pilotes, utilisant des conteneurs suspendus avec des systèmes optolocalisation, détectent les bateaux par la trace thermique de leurs moteurs et dirigent les hélicoptères et les navires vers eux. Un champ d'information et de contrôle unique est créé, dans lequel aucune cible ne peut passer inaperçue. Sur les 30 bateaux qui ont commencé l'attaque, seuls 8 atteignent la ligne médiane de la défense, située à 5 km de l'entrée de la baie. Plus des 2/3 des forces d'attaque sont détruites à l'approche lointaine. Cette étape de la bataille démontre clairement l'échec du concept d'essaim bon marché contre une défense organisée à plusieurs niveaux. L'efficacité du contour lointain a dépassé toutes les attentes, mais les 8 bateaux restants sont les plus rapides et les plus chanceux. Ils poursuivent leur course désespérée vers Sébastopol. La percée des 8 bateaux sans pilote restants vers la ligne médiane de la défense avait été calculée à l'avance. Maintenant, une force entre en action contre laquelle l'ennemi n'avait aucun argument, les moyens de guerre électroniques. Toute la zone côtière de Sébastopol et l'aquatorium à l'approche de celle-ci ont été recouverts d'un dôme d'interférence impénétrable. Les complexes côtiers de guerre électronique Krasuka 4, Murmansk BN et les derniers systèmes mobiles Divnomorier ont fonctionné à pleine puissance. Leur tâche est de supprimer complètement les canaux de communication et de navigation par satellite. À 03h10, les opérateurs de bateaux sans pilote, situés dans le centre de contrôle d'Otchakov, voient la même chose sur leurs écrans. Un écran noir et l'inscription « Signal perdu ». L'impact simultané de dizaines de complexes de guerre électronique de puissance et de destinations différentes crée un effet de paralysie totale. Les satellites du système Starlink, par lesquels passait le contrôle, s'avèrent inutiles. Leur signal est soit complètement brouillé, soit remplacé par de fausses données. Les bateaux kamikazes, ayant perdu le contrôle, passent en mode autonome, mais leurs systèmes de navigation embarqués, basés sur le GPS, sont également sous le choc. Les complexes côtiers commencent à transmettre de faux signaux de navigation. Au lieu de se diriger vers les quais de la baie de Sébastopol, les drones reçoivent de mauvaises coordonnées. 3 des 8 bateaux. Ayant perdu l'orientation, ils changent brusquement de cap et se dirigent à pleine vitesse vers la haute mer, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de carburant. 2 autres bateaux, ayant reçu une erreur critique dans le système de navigation, commencent à tourner sur place, se transformant en cibles faciles et immobiles. Ils sont immédiatement détruits par le feu des patrouilleurs de type Raptor. Les 3 drones restants, dont les systèmes se sont avérés les plus résistants, continuent à se déplacer par inertie, en utilisant le cap défini précédemment.
Mais ils sont déjà aveugles et ne représentent pas une menace coordonnée. Le dôme électronique a fait son travail. Il n'a pas détruit les cibles physiquement, mais les a privées de leur intelligence principale. L'attaque de l'ESAM s'est transformée en un mouvement chaotique de plusieurs bateaux incontrôlés. Cet épisode est devenu une brillante démonstration du fait que dans la guerre moderne, la supériorité dans les airs est souvent plus importante que la supériorité du feu. Les troupes de guerre électroniques russes ont prouvé qu'elles sont capables de neutraliser les technologies de gestion et de communication occidentales les plus modernes. 3 bateaux sans pilote qui ont réussi à surmonter la zone d'action des systèmes de guerre électronique par inertie atteignent la ligne de défense proche. La distance jusqu'à l'entrée de la baie est inférieure à 3 km. C'est ici qu'ils rencontrent l'échelon suivant. Une barrière de feu créée par des complexes de missiles anti-aériens et de missiles canons. Sur les navires en service à l'entrée de la baie et sur les positions côtières, les versions navales des ERPK Pantsir M et les ERK-Stil 1 modernisés sont mises en état de préparation au combat numéro 1. Ces systèmes sont conçus pour détruire les cibles les plus complexes, les missiles anti-navires, les bombes aériennes planantes et, bien sûr, les petites drones. À 03h05, le calcul du Pantsir M, installé sur le petit navire lance-missile Cyclone, prend le premier drone en auto-accompagnement. L'optique et le radar du complexe voient clairement la cible, malgré sa petite taille et sa vitesse élevée. Une courte rafale de canons automatiques à 6 canons de 30 mm et le bateau est réduit en morceaux, se transformant en une boule de feu. 30 secondes plus tard, un deuxième drone tente de passer le long de la côte, se cachant derrière le relief. Il est intercepté par le calcul du ZRK-Stil 1 de la frégate Amiral Makarov. Lancement d'un missile anti-aérien. Et quelques secondes plus tard, la deuxième cible est détruite. Le troisième et dernier bateau effectue une manœuvre désespérée, essayant de percer entre 2 navires de garde. 2 complexes Pantsir M d'une position côtière et du bord de la corvette ouvrent le feu simultanément sur lui. Des dizaines d'obus traçants traversent l'eau autour du drone et touchent sa coque. Une puissante explosion illumine le ciel nocturne. Toute l'attaque sur le périmètre moyen a duré au plus 90 secondes. Pendant ce temps, les 3 cibles les plus chanceuses ont été garanties d'être détruites. L'efficacité du travail des complexes à courte portée s'est avérée être de 100%. Leur cadence de tir, leur précision et leur rapidité de réaction n'ont laissé aucune chance à l'ennemi. La barrière de feu a fonctionné parfaitement, confirmant la réputation des systèmes de défense aérienne russes de la zone proche comme l'un des comptes les plus fiables au monde. L'ennemi a misé sur la massification, mais s'est heurté à la qualité. Chaque rafale tirée, chaque missile a atteint sa cible. Ce n'était pas seulement une défense, mais une démonstration de supériorité technologique et de la plus haute compétence des calculs, qui, dans les conditions du combat nocturne, ont agi avec sang-froid et parfaitement. La bataille de Sébastopol touchait à sa fin logique. Aucun des drones attaquants, ni aériens, ni maritimes, n'a pu atteindre la baie principale de Sébastopol. Cependant, les protocoles de défense prévoient même le scénario le plus incroyable. La dernière ligne, c'est la défense directement au mur des quais et sur la rade intérieure. Ici, le dernier argument de la défense navale entre en jeu, l'artillerie et les mitrailleuses. Sur tous les navires de premier et deuxième rang, les calculs des installations d'artillerie à 6 canons de 30 mm AK-600M2 Duet étaient de service à leurs canons. Ces complexes, capables de tirer jusqu'à 10 000 obus par minute, sont conçus pour créer un mur de feu continu à une distance allant jusqu'à 4 km. Toute cible qui aurait percé les échelons lointains et moyens aurait été inévitablement criblée de leurs tirs. Le long de toute la côte des baies,
des postes de l'infanterie de marine ont été déployés sur des positions préparées à l'avance. Les soldats, armés de mitrailleuses de gros calibre Kheord et de systèmes de missiles anti-chars, étaient prêts à accueillir l'ennemi par le feu. Chaque secteur était criblé de plusieurs points, créant des zones de destruction croisées. Des bateaux anti-sabotage du projet 2980, Grashonok, étaient de service sur l'eau. Leur armement, composé de mitrailleuses et de lance-grenades, permet de lutter efficacement contre les saboteurs sous-marins et les petites cibles de surface. Tout le système a été mis en action et attendait, mais il n'a pas eu à attendre. Le travail des échelons de défense précédents s'est avéré si efficace que personne n'a atteint la dernière ligne. À 03h30, le commandant de la défense a reçu un rapport. Toutes les cibles sont détruites. Il n'y a aucune menace de percée. Cependant, les calculs sont restés à leur place jusqu'à l'aube. C'est cela la profondeur de la défense, la préparation au combat, même lorsqu'il semble que la bataille soit déjà gagnée. Cette bataille manquée a clairement montré à quel point la flotte de la mer Noire prend au sérieux la protection de sa base principale. La défense au quai n'est pas un geste de désespoir, mais une couche de protection finale, la plus dense et la plus inévitable, garantissant la sécurité des navires dans toutes les conditions. L'ennemi, en planifiant l'attaque, ne voyait que les contours extérieurs sur les cartes. Il ne pouvait pas imaginer la densité de feu et le système à plusieurs niveaux qui avait été construit sur chaque mètre d'approche de la base. Le dernier argument n'a jamais été utilisé au combat, mais sa seule préparation est devenue un témoignage silencieux de l'échec total du plan ennemi. Sébastopol a une fois de plus confirmé son statut de forteresse imprenable. Le succès du repoussement d'une attaque massive n'est pas seulement le résultat du travail de la technique, mais aussi la conséquence d'une coordination parfaite et de la plus haute compétence des hommes. Le Centre unifié de gestion de la défense de la garnison de Sébastopol a joué un rôle clé dans cette victoire. C'est ici, en temps réel, que toutes les informations affluaient. Les données des radars de détection à longue portée, les rapports des navires et des hélicoptères de patrouille, les informations des postes de guerre électroniques, l'observation visuelle des postes côtiers, des dizaines d'officiers de la flotte, des VKS, de la défense aérienne et des forces d'opération spéciales travaillaient comme un seul organisme. Le commandant de la défense, voyant toute la situation tactique sur un écran géant, prenait des décisions en quelques secondes. Les ordres étaient donnés clairement, laconiquement, sans le moindre signe de panique. Lorsque la première vague de drones aériens a été détectée, il n'y a pas eu d'agitation. L'ordre a été donné dans les airs, et le système de défense aérienne a commencé son travail planifié. Lorsque le navire de garde a signalé les drones maritimes, l'aviation a été immédiatement mise en alerte, et les navires de garde ont été mis en état de préparation. L'une des décisions clés a été l'activation du dôme complet de guerre électronique, non pas immédiatement, mais précisément au moment où les bateaux survivants sont entrés dans la zone de suppression la plus efficace. C'était une démarche calculée qui a permis d'économiser les ressources des systèmes et de frapper au moment le plus vulnérable. Un autre exemple de pensée non conventionnelle a été l'implication des chasseurs Su-30SM pour chasser les cibles maritimes. Ce n'est pas leur tâche principale, mais dans la situation spécifique, leurs puissants systèmes optiques se sont avérés indispensables pour détecter les bateaux peu visibles dans des conditions nocturnes. La coordination des actions s'est manifestée dans tout. Les opérateurs radars transmettaient les désignations de cibles aux artilleurs anti-aériens. Les pilotes dirigeaient les navires vers les cibles. Les fantassins de marine sur la côte étaient prêts à couvrir la flotte. Il n'y avait aucune rupture dans la chaîne de commandement. Chacun connaissait sa manœuvre, sa zone de responsabilité et était sûr des actions de son voisin. Ce facteur humain, cette cohésion au combat, affinée par des années d'exercice
et d'expérience de combat réel est devenu ce multiplicateur de force qui a transformé un ensemble de systèmes de haute technologie en un bastion indestructible. L'ennemi pouvait copier la technologie, mais il ne pouvait pas copier l'esprit de combat russe et l'école de gestion du combat construite pendant des décennies. C'est là que résidait son erreur principale. La technique peut tomber en panne, l'homme qui défend sa terre, jamais. L'analyse de l'attaque manquée sur Sébastopol révèle toute une cascade d'erreurs systémiques et d'erreurs fondamentales commises par la direction militaire de l'OTAN. L'erreur principale est la cécité stratégique, engendrée par l'arrogance technologique. Les états-majors occidentaux ont sincèrement cru à leur propre propagande sur la toute-puissance de l'essaim de drones et la vulnérabilité des systèmes de défense traditionnels. Ils ont conçu l'attaque dans les conditions stériles de la modélisation informatique, où la défense russe était présentée sous la forme d'un schéma simplifié. La réalité s'est avérée beaucoup plus complexe. La deuxième erreur est l'échec du renseignement. Malgré les nombreuses heures de vol des drones stratégiques, l'ennemi n'a pas pu révéler toute la profondeur de la défense échelonnée. Il ne voyait que la pointe de l'iceberg, les complexes de missiles anti-aériens à longue portée. Mais ils n'ont pas tenu compte de la saturation de la défense avec les complexes de guerre électronique. Ils ne savaient pas l'existence de groupes mobiles de défense aérienne. Ils n'ont pas calculé l'implication des hélicoptères de combat et de l'aviation de chasse dans la défense anti-bateau. Le renseignement d'agents n'a pas non plus donné de résultats, n'ayant pas réussi à obtenir des informations sur le régime de préparation accrue introduit. La troisième erreur est la rectitude tactique. Le plan d'attaque, qui semblait complexe sur le papier, était en fait primitif. Le calcul de la surcharge de la défense aérienne en raison du nombre de cibles n'a pas fonctionné. Le système russe de gestion du tir a démontré sa capacité à répartir efficacement les cibles entre différents moyens de tir, empêchant la surcharge de certains complexes. Quatrième et erreur la plus importante, la sous-estimation de l'ennemi. L'OTAN partait de conceptions obsolètes des capacités des forces armées russes. Ils ont ignoré le fait qu'au cours des années de conflit, la Russie a accumulé une expérience unique de lutte contre les systèmes de drones de tout type. De nouvelles tactiques ont été créées, de nouveaux complexes de guerre électronique et de défense aérienne ont été développés et mis en œuvre. L'interaction entre les différentes branches de l'armée a été affinée. L'attaque du 24 octobre était dirigée non pas contre la Russie d'il y a 20 ans, mais contre une armée du XXIe siècle, qui a appris à se battre dans de nouvelles conditions et à contrer efficacement les menaces les plus modernes. L'échec était logique. Il est devenu la conséquence de toute une chaîne d'évaluations incorrectes, de suffisance et d'ignorance flagrantes. Le Gambit, conçu à Bruxelles comme une démonstration de force, s'est en réalité transformé en une démonstration de sa propre incompétence. La défaite de l'attaque combinée sur Sébastopol le 24 octobre 2025 a une importance stratégique qui dépasse de loin le cadre d'un épisode de combat local. Cet événement met un point final au litige sur l'efficacité de la stratégie moustique occidentale, basée sur l'utilisation massive de systèmes de drones bon marché. Le Gambit de la mer Noire a prouvé que contre un système de défense bien construit, profondément échelonné et intégré, la tactique de l'ESAM ne fonctionne pas. La quantité ne se transforme pas en qualité. Si la qualité de la gestion, de la technologie et de la compétence lui est opposée. La principale leçon est que l'ère des victoires faciles avec l'aide de drones s'est terminée sans même avoir commencé. Les forces armées russes ont démontré au monde entier un modèle prêt et testé au combat pour contrer des menaces similaires. Ce modèle comprend 3 éléments clés. Premier, création d'un champ d'information unique réunissant tous les moyens de renseignement et de destruction, des satellites aux simples soldats avec un manpads. Deuxième, développement prioritaire et utilisation massive de moyens de guerre électronique capables de paralyser les systèmes de gestion
et de navigation ennemis, qui sont le talon d'Achille de tout système de drone. Troisième, un système de destruction par le feu à plusieurs niveaux, où chaque ligne double et complète la précédente, ne laissant à l'ennemi aucune zone aveugle et aucune chance de percer. Le repoussement de l'attaque a également réaffirmé le statut de la Russie en tant que grande puissance maritime, capable de protéger ses bases navales et ses infrastructures côtières contre les moyens d'attaque les plus modernes. La tentative de l'OTAN de remettre en question la domination russe en mer Noire s'est soldée par un échec total et une perte de visage. À long terme, cette bataille donnera une forte impulsion au développement des moyens de défense dans le monde entier. Les spécialistes militaires de tous les pays ont reçu un matériel précieux pour l'analyse, mais pendant qu'ils l'étudieront, la Russie fera déjà le prochain pas, perfectionnant son bouclier et son épée. La prévision pour l'avenir est évidente. La densité et l'intelligence des systèmes de défense ne feront qu'augmenter. En réponse, l'ennemi sera contraint de chercher de nouvelles méthodes d'attaque encore plus sophistiquées. La course aux armements au XXIe siècle est avant tout une course de technologie et d'algorithmes. Et dans cette course, la Russie a une fois de plus prouvé qu'elle se trouve aux premières lignes. EV